Les filles louves-garous extraterrestres se disputaient dans la poussière pour savoir qui dormirait dans mon sac de couchage. Bienvenue dans le monde de la science-fiction. Laissez un commentaire ci-dessous en nous disant où vous êtes et si vous avez apprécié l'histoire. Une dernière chose dont Isaac se souvenait à propos du cargo était la lumière violette intense des condensateurs rupturés qui l'avaient fait éjecter juste avant que la coque ne se plie. La capsule d'urgence s'écrasa sur la Lune dans la forêt, produisant un bruit de crissement, puis glissa sur la mousse éponge avant de finalement se coincer. Armé d'un paquet de briques de ration, d'une couverture de survie compacte et d'un sac humide d'outils, il se fraya un chemin dans le labyrinthe de racines, utilisant ses bottes de combat pour creuser un trou peu profond sous le plus gros tronc. Les racines se courbaient au-dessus de lui, comme des nervures de cathédrale, leurs sèves brillant faiblement à la lumière des alarmes d'impact, et il était à moitié sourd à cause de l'impact conscient que la pluie torrentielle qui frappait la canopée allait bientôt inonder le peu d'abri que la capsule fissurée offrait encore. Au milieu de la pénombre, Isaac étendit la couverture sur la boue du mieux qu'il put. Il se débarrassa de sa veste, révélant un sous-vêtement taché de suie. Il appuya son dos contre une courbe d'écorce qui irradiait encore la chaleur de la journée. Essayant de calmer sa respiration, il entendit le bruit lointain de l'artillerie et sentit les vagues pesantes du tonnerre rouler dans la vallée, ce qui lui rappela les moteurs défaillants du cargo. Sans cérémonie, la nuit tomba. Les doubles soleils de la lune se sont enfoncés derrière des nuages d'orage, projetant une ombre sur tout, sauf un seul phare pâle, qui clignotait sur le poignet cassé d'Isaac. Mais l'obscurité ne dura pas. Un grondement sourd suffisamment résonnant pour faire vibrer les côtes d'Isaac, suivi du frottement rapide des griffes sur le bois humide, indiquait que quelque chose de puissant tournait autour de son abri de fortune. Isaac éteignit le balise pour dissimuler sa position précise, mais l'action devait avoir attiré l'attention car une paire d'yeux dorés apparut. Isaac s'apprêtait à parler quand une autre silhouette jaillit à travers le feuillage de l'autre côté. La deuxième forme était recouverte de fourrure blanche mesurant environ une paume de main. Son souffle se brouillait dans l'air froid alors qu'elle aboyait un avertissement à l'intrus, ses poils se hérissant en un halo de gouttelettes argentées. La créature était plus femme que loup, et ses oreilles allongées tressaillaient comme des antennes vivantes. Ses dents d'ivoire acérées étaient exposées et elle tendit la main vers la couverture de survie avec une démonstration évidente de possessivité. La couverture glissa de ses mains. Les mains d'Isaac, toutes deux griffant, étaient engagées dans une bataille féroce à quelques centimètres au-dessus de ses cuisses. Les queues musclées des femmes traînaient de la boue sur ses bottes et l'eau de pluie gouttait sur ses bras exposés, lui envoyant des frissons dans le dos. Dans un souffle mesuré, il expliqua que la tempête noirait quiconque encore dehors à l'aube, et il tendit les deux bras, aplatissant la fourrure des combattants et récupérant la couverture. Son contrôle commençait à diminuer, mais il reprit le dessus et son calme. Isaac, qui se présenta plus tard sous le nom de Rooney, lécha la boue de sa lèvre inférieure, tandis que ses yeux se déplaçaient de la couverture qu'il tenait maintenant, pesant la fierté contre la préservation de soi. Le sol ici était légèrement plus sec que le marais environnant et il y avait juste assez de tissu thermique pour protéger trois corps de l'hypothermie s'ils travaillaient ensemble au lieu de le déchirer dans une démonstration de domination. Aucun d'eux ne pouvait gagner. Le gardien de la fourrure blanche Tundra vérifia l'entrée de la tanière avec le réflexe d'un soldat. Tundra inclina la tête vers une odeur néanmoins acceptant le compromis improvisé d'Isaac. Ils s'installèrent dans un triangle inconfortable, avec Isaac à l'arrière de la cavité, le dos contre l'écorce chaude, Rooney, enroulé à sa droite, où la racine s'abaissait suffisamment pour former un mur partiel et l'éclair illuminant sa silhouette si intensément que ses crocs brillaient comme de l'acier poli. Tundra émit alors un bref bourdonnement que Isaac interpréta comme un accord réticent. Accroupi à sa gauche près de l'entrée, comme un cale-porte vivant, les yeux scrutant la forêt enveloppée de tempêtes, à la recherche de menaces qu'elle seule pouvait percevoir.
La fine mais réfléchissante couverture reposait sur leurs genoux et épaules, forçant un contact réticent mais répartissant étonnamment la chaleur. Alors que Rooney s'approchait, elle cherchait le rythme régulier de l'ancrage physique dont son espèce avait besoin pendant l'isolement. Et Tundra se réajusta pour garder un œil sur Rooney et l'autre sur l'obscurité au-delà. Alors que la pluie et le tonnerre se calmaient les oreilles de Rooney, se dressèrent à l'écoute d'Isaac, et elle murmura que sa meute chasserait dans ces bois à la première lueur du jour, prenant son crash pour une explosion. Dehors, la lune forestière sifflait sous le poids de la pluie torrentielle qui portait l'odeur de l'argile humide, des pétales écrasés et des feux minéraux lointains jaillissant de fissures invisibles. À l'intérieur de la tanière, cependant, les seuls sons étaient 3 respirations coordonnées et le grondement occasionnel de l'estomac vide d'Isaac, créant une harmonie instable qui laissait entrevoir une possibilité brute si personne ne perturbait cet accord fragile. Le souffle chaud de Rooney traça le long de ses jointures, alors que la posture vigilante de Tundra se relâchait juste assez pour que son épaule frôle la sienne, et Isaac réalisa qu'il était passé d'un pilote échoué à un point de pivot entre 2 meutes rivales, chaque faction étant convaincue que l'autre était impliquée avec des étrangers. Alors que l'odeur de métal brûlé dans les débris de la capsule attirait les anciens Frost, il réalisa que la tempête avait fait plus que les échouer. Isaac sentit une douce traction sur son bras droit en s'éveillant. C'était le genre de petit coup subtil qui le sortait d'un sommeil léger, mais qui ne le réveillait pas complètement. Rooney s'était blotti contre lui cette nuit-là, son pelage rouge légèrement emmêlé par l'humidité, sa respiration profonde et régulière, et leur destin était désormais entrelacé. La seule chose qui les séparait était une tanière boueuse et les premiers fils fragiles de confiance. Isaac se demandait ce que la journée leur réserverait. De l'autre côté, Tundra était assise avec vigilance, le dos tourné vers eux près de l'entrée de la tanière. Son pelage blanc scintillait à la lumière de l'aube, projetant une silhouette contre la faible lumière ambiante, filtrant à travers le feuillage des racines. Elle n'avait pas dormi, ou si elle l'avait fait, c'était dans des pulsations si brèves et superficielles qu'elles à peine enregistrées. Les articulations d'Isaac lui faisaient mal à cause de la position inconfortable, et son sous-vêtement collait à lui avec une humidité glissante qui ne provenait pas seulement de la pluie. Il expira lentement, essayant de ne pas bouger. Submergé par l'ampleur de la situation, Rooney murmura quelque chose d'incompréhensible avant de se réveiller en sursaut avec un faible grognement. Elle se frotta les yeux et s'arrêta en réalisant à quel point elle s'était blottie contre Isaac. Ses oreilles s'affaissèrent brièvement lorsqu'elle entendit de nouveau les sons de la forêt, tels que des clics d'épépiments et des tremblements sourds sous la terre qui semblaient indiquer la présence de grandes créatures au loin. Ce n'était pas de la jalousie, mais peut-être de la fierté ou l'instinct inné de suivre le statut et la proximité dans une structure compacte, désormais rendue instable par la présence d'un étranger, que Tundra exhibait, avant de se redresser, étirant ses membres dans un mouvement félin qui laissa sa queue fouetter ses chevilles. L'expression de Tundra était impénétrable comme d'habitude, et elle tourna la tête sans se lever à moitié par habitude et à moitié par excuse. Il ne parla pas au début, leur permettant de se lire mutuellement. Ils restèrent silencieux, ne brisant le sort qu'au moment où Rooney plissa les yeux et demanda sans la même douceur que la nuit précédente s'il avait l'intention de rester caché ici comme un chiot effrayé ou s'il avait un plan. Il expliqua qu'il devait retourner à la capsule de sauvetage, non pas parce qu'il pensait qu'elle pourrait redécoller, elle était complètement détruite, mais parce qu'elle contenait encore le Nav Cristal, un noyau de données durcies qu'il transportait avec des coordonnées secrètes, stockées sur une partition verrouillée, appartenant techniquement à ses employeurs. Bien qu'Isaac ait déjà tout abandonné ce qui restait dans sa capsule, étaient les cartes des itinéraires des systèmes inexplorés et des sites de récupération possibles qui pourraient être précieux s'il atteignait à nouveau la civilisation. Rooney fronça les sourcils confus de comprendre pourquoi il se mettrait en danger pour une pierre lumineuse. Cependant, Tundra comprit immédiatement l'importance de la connaissance et comment elle pouvait l'aider à survivre.
Lorsqu'il mentionna les empreintes de mercenaires qu'il avait vues près du site du crash avant la tombée de la nuit, des empreintes trop fraîches pour être les siennes, les filles devinrent anxieuses, et Rooney murmura des jurons. Alors que Rooney faisait clairement comprendre que sa meute considérerait les étrangers sur la Lune comme des alliés de la glace et passerait à l'escalade Tundra, avertit que si des loups de braise étaient vus près de nouveaux débris métalliques, les guerriers de la glace supposeraient qu'un raid était imminent, et elle dégaina la lame rudimentaire de son dos. Tundra baissa sa posture et renifla l'air clairement alarmé que quelqu'un soit entré dans leur forêt sans être remarqué. Ils acceptèrent de le conduire jusqu'à l'épave, mais ce n'était pas par gentillesse. Aucune des deux parties ne faisait confiance à l'autre. Juste après le lever du soleil, ils se mirent en route serpentant à travers les broussailles noueuses et les troncs couverts de mousse qui pulsaient faiblement avec la chaleur emmagasinée des deux soleils de la veille. Le sol craquait sous leurs pieds et de drôles d'insectes bourdonnaient en vagues changeantes de couleurs le long des bords de leur chemin. Isaac, qui était neutre, fragile et précieux, devint soudainement l'entité la moins menaçante du triangle. Ils n'ont pas prononcé le mot levier à voix haute, mais ils flottaient entre eux tout de même. À droite, Rooney maintenait un quart serré avec sa porte grande ouverte et menaçante, tandis que Tundra inclinait son nez vers le haut pour capter les changements de vent. Isaac, qui n'était pas exactement un soldat, mais un ancien rat de maintenance de la marine, devenu guerrier, avait du mal à suivre les autres, alors qu'ils approchaient des derniers kilomètres. La capsule de sauvetage avait creusé un petit cratère dans le sol, avec une aile sectionnée, et des câbles fondus pendaient comme des vignes de toute la brèche. La coque extérieure dégageait légèrement de la vapeur. Les arbres dans les environs portèrent les cicatrices de la chaleur intense, et certaines branches laissaient encore échapper de la sève, là où l'écorce avait été fendue. Tundra leur fit signe de s'arrêter, puis elle avança furtivement, reniflant le sol et surveillant les nouvelles traces. Rooney, sentant le danger, dégaina son épée et fit signe à Isaac de la suivre, et tous deux avancèrent comme des éclaireurs chevronnés. Isaac les surveillait de près. Leur professionnalisme façonné par des siècles d'instincts génétiques et d'environnements hostiles les avait rendus capables de survivre en pensant rapidement. Ils donnèrent le feu vert momentanément et Isaac se précipita dans le pod fondu. C'était pire que ce dont il se souvenait. La brûlure d'urgence avait fait fondre les panneaux et l'impact avait déformé le compartiment intérieur. Cependant, le cristal s'était retrouvé entre son siège et la cloison de rangement, coincé dans un pack de gel protecteur. Il l'a détaché en tremblant. Isaac appela les filles et leur montra les marques de griffes, pas des entailles profondes, mais des gravures délibérées sur l'extérieur de la capsule, comme si quelqu'un ou quelque chose avait tenté de l'ouvrir sans activer le signal d'urgence. Rooney plissa les yeux et pointa les entailles, ne disant qu'un seul mot, « chasseur ». Il ne parlait ni de l'un ni de l'autre groupe. Ce n'étaient pas des bêtes, mais des prédateurs bipèdes inconnus. Sans dire un mot, les filles le guidèrent loin de l'épave et vers les profondeurs de la forêt. Leur rivalité demeurait comme elle crépitait entre elles chaque fois que leurs épaules se frôlaient. Cependant, quelque chose avait changé Isaac. Maintenant, il n'était plus seulement une curiosité, mais plutôt un appât dans un conflit territorial entre factions de loups-garous. Bat pouvait être utilisé par l'un ou l'autre camp ou déchiré par les deux. Alors que les trois disparurent dans le brouillard qui s'épaississait, un hurlement bas et lugubre résonna à travers la vallée. Personne n'avait besoin de traducteur, car la créature qui l'avait suivi jusqu'à la lune n'était toujours pas partie, et elle n'avait pas fini de chasser. Ils avançaient rapidement à travers la dense forêt, les broussailles épaisses de vignes enchevêtrées, et de mousse douce et duveteuse qui collaient à leurs bottes et pattes. Isaac avait du mal à suivre Rooney et Tundra, l'odeur de boue flottant dans les narines de Tundra. La respiration d'Isaac se coupa alors qu'il se déplaçait plus fluidement sur le terrain glissant. Ce n'était pas qu'il était hors de forme, mais plutôt que ses pensées couraient à un rythme plus rapide que son corps. Les griffures sur le pod n'étaient pas des dommages accidentels, mais plutôt des dommages délibérés et calculés. Le cristal pressait contre sa poitrine, non pas parce qu'il était lourd,
mais parce qu'il signifiait soudainement trop. Si le balise était déclenché, les équipes d'extraction de la société atterriraient dans les heures qui suivent. Cependant, si elles restaient, avec ses poursuivants convaincus qu'il avait encore quelque chose dont ils avaient besoin, il était encore plus seul. Rooney et Tundra suivaient le mouvement inconscient des conséquences de grande envergure qui en résulteraient si quelqu'un suivait la trace du cristal. Rooney se déplaçait à travers les arbres avec sa lame abaissée et ses oreilles tressaillant constamment. Elle était devenue plus silencieuse depuis qu'ils avaient quitté le site du crash, ce qui lui faisait croire que Tundra restait proche d'Isaac, sa posture suggérant qu'elle pensait à lui. Bien qu'elle ne l'ait pas demandé directement, Isaac pouvait sentir que la question se cachait sous son comportement calme. Il s'abstint de répondre car il n'était pas encore prêt à affronter la vérité, même pas avec lui-même, concernant les cartes et les coordonnées de saut. Certaines d'entre elles indiquaient des épaves abandonnées des guerres de la bordure des lieux que aucune corporation n'avait officiellement revendiquées. Au lieu de cela, elles appartenaient aux récupérateurs qui étaient arrivés là les premiers. Ils atteignirent une clairière où de vieilles pierres émergeaient en cercles irréguliers certaines, avec des glyphes usés et d'autres fendus, comme si elles avaient été témoins de batailles anciennes. Rooney leur fit signe de s'arrêter et pointa vers le centre de la formation où les données pouvaient soit rapporter des fortunes, soit disparaître selon qui les observait. Ce qui l'inquiétait cependant, c'était l'idée que celui qui marquait son pod pourrait découvrir que quelqu'un d'autre l'avait déjà fait. En regardant Isaac, remarqua une tanière peu profonde, creusée dans la pente, dissimulée par de la mousse et des racines tordues. Il servait de refuge temporaire et selon les traces menant à l'intérieur et à l'extérieur, avait été utilisé récemment. Tundra s'accroupit près des traces, en traçant l'une d'elles avec sa griffe, puis leva les yeux vers Rooney, inclinant légèrement la tête. Rooney montra les dents en réponse, et ce qui passa silencieusement entre elles était assez tranchant pour rendre l'air rigide lorsqu'Isaac marcha dessus. Encore une fois, il n'y avait pas de contact physique, mais il y avait un échange de mots. Rooney pensait que sa meute était allée aussi loin vers le sud pour la retrouver, croyant même que les Frost Raiders l'avaient enlevée. Tundra, en revanche, insistait sur le fait que c'était trop loin pour une simple récupération. Ils poussaient les limites de leur territoire, ce qui indiquait qu'ils étaient soit désespérés, soit qu'ils agissaient sur la base de fausses informations. Quoi qu'il en soit, Isaac réalisa que leur alliance avait été formée par convenance et c'était leur premier véritable test. Les a guidés jusqu'à la tanière et a proposé qu'ils prennent une courte pause pour se regrouper et planifier leur prochain mouvement. Ils étaient épuisés, mouillés et portaient l'objet le plus précieux de la Lune, alors il avait besoin d'un moment pour réfléchir clairement sans être entouré de griffes tremblotantes. À l'intérieur de la tanière, l'air était plus sec. Les murs couverts de mousse bloquaient la plupart du vent et le sol était jonché d'anciens os, suggérant qu'il avait été utilisé par plus que les deux meutes en question. Rooney était assise près de l'entrée, les genoux relevés, son regard fixé sur une tache d'ombre, comme si elle osait la défier de bouger. Tundra s'appuya contre le mur du fond, les bras croisés, et observa Isaac. L'air était lourd de silence, alors qu'elle chuchotait « Qu'est-ce qu'il y avait vraiment sur le cristal ?» Isaac l'observa intensément pendant un moment, avant de le sortir de la poche de sa veste et de le montrer entre son pouce et son index. Il expliqua ensuite que le cristal contenait des données racines précieuses, y compris des informations sur des lieux qui n'avaient jamais été officiellement cartographiés, des lieux avec des reliques de sauvetage dans des boîtes noires. Et pire encore, des lieux où des équipes d'entreprises et des contrebandiers paieraient une prime pour les récupérer. Il a omis de mentionner qu'une des routes avait une désignation marquée en rouge, provenant du réseau de Central Command. Le vieux réseau du commandement était un signal d'alarme que même les navires de guerre avaient pris en compte. Les oreilles de Rooney se dressèrent alors qu'elle parlait. « Tu n'es pas qu'un simple crieur. » Isaac hocha la tête en accord. Il avait volé sous le registre des freelances pour éviter les soupçons, mais il transportait des données valant plus que son vaisseau, son contrat et peut-être même sa vie.
L'expression de Tundra resta inchangée. « Ça fait de toi une cible, dit-elle sans émotion. Et quiconque se tient près de vous est aussi peint. » Le sourire de Rooney devint acéré et sans humour. « Peut-être devrions-nous nous peindre d'abord si quelqu'un vient pour nous. » Elle voulait découvrir qui le suivait et s'en occuper directement. Tundra secoua la tête en disant « Nous ne savons pas combien ils sont ni ce qu'ils veulent. » Rooney haussait les épaules. « Puis nous avons découvert. Tu l'as dit toi-même, s'ils sont ici, ils sont en train de violer la propriété. » Isaac se pencha en avant incertain si elle parlait d'une embuscade ou d'une alliance. « Nous ne voulons pas que l'équipe de nettoyage efface tout pour couvrir ces traces. » Cela a attiré leur attention et The Ember et Frost ont été appelés. L'émeute se détestait, mais elle détestait encore plus les étrangers, en particulier ceux qui apportaient le feu des cieux. Il a élaboré un plan suivre les traces jusqu'à la zone de crash scanner, les signaux de relais actifs et voir si les intrus avaient établi un camp de fortune. Il pouvait utiliser son scanner pour capter les impulsions de basse fréquence que la plupart des équipes de récupérateurs utilisaient pour se signaler mutuellement. Même les émissions intermittentes seraient détectées par lui. Tundra hocha la tête en signe d'accord et Rooney se leva impatient de sortir de la tanière alors que la bruine commençait à tomber. Le soleil commença à se coucher projetant une douce lueur à travers les arbres. Isaac, avec son cristal soigneusement rangé, repositionna son sac et suivit les deux filles alors qu'elles disparaissaient dans les bois devant lui. La forêt était devenue plus bruyante, chaque bruissement et brindille cassée portant un poids propre. Une chasse avait éclaté, mais cette fois-ci, il n'était pas évident de savoir qui chassait qui. Le sentier les mena vers une colline lente mais régulière, avec des racines qui se tordaient plus étroitement, et une argile compacte moins glissante que le marais en contrebas. À chaque pas, elle devenait plus délibérée et prudente en continuant. Les traces devenaient plus distinctes avec des empreintes profondes qui n'appartenaient à aucune des filles. Les bords étaient nets et récents, comme si quelqu'un venait de passer. Tundra se déplaçait avec une retenue mesurée, une main flottant près de sa lance à canon court. Ses narines se dilataient à chaque brise qui passait à travers les arbres. Rooney, en revanche, avançait en traquant avec des yeux plissés et un grondement sourd qui vibrait dans sa gorge. Un prédateur privé de sa proie trop longtemps. Isaac resta au milieu non par fierté ou indécision, mais par nécessité. Pendant que les autres, il gardait le cristal pressé contre sa poitrine et surveillait les pulsations révélatrices des dispositifs de relais. Occasionnellement, il vérifiait l'outil de navigation portable qu'il avait récupéré de la capsule. Les barres de signal clignotaient de manière erratique, mais de temps en temps, elles montaient en flèche, indiquant que quelqu'un émettait. Ils arrivèrent finalement à une clairière qui ressemblait à un bol creux entouré de eau. Les tiges semblables à des fougères tremblaient au moindre souffle de vent, tandis qu'une demi-douzaine d'empreintes de pas et de traces de pneus indiquaient une petite esquive de surface qui avait probablement été larguée depuis l'orbite. Rooney s'agenouilla à côté des empreintes, renifla et passa 2 doigts sur une parcelle de mousse brisée où le sol conservait encore une chaleur résiduelle. « Il y a des heures, » murmura-t-elle. « Ils sont partis rapidement. » Tundra se retourna pour montrer un emballage de rations froissées, une marque d'entreprise, utilisée uniquement par Isaac, un membre de l'équipage de mercenaires privés, commença à scanner le mince matériau avec son outil. Il confirma la présence de traces chimiques de protéines synthétisées d'amidon et d'un isotope généralement trouvé dans les cargaisons en stase profonde. Les sourcils de Rooney se froncèrent alors que les pièces du puzzle se mettaient en place. Il n'était pas là pour un accident, mais plutôt pour toi. Isaac s'abstint de discuter car il n'avait jamais été aussi certain auparavant. Cependant, les indices pointaient maintenant dans une direction différente. Le cristal, les racines scellées et le silence étrange de son cargo pendant le dernier saut laissaient tous entendre que quelqu'un avait orchestré cela bien avant l'explosion. Ses ennemis ne suivaient pas seulement l'accident. Ils savaient exactement où il avait atterri. « Ils essaient de nous encercler », dit-il, sa voix ferme mais basse.
2 ou 3 éclaireurs à pied et un dans un esquif relayent un émettant juste assez loin pour localiser, mais pas pour diffuser. S'ils demandent des renforts, la surface de cette lune sera effacée avant que quiconque ne pose des questions. Tundra s'approcha, sa voix tendue. Alors nous détruisons le balise discrètement. Rooney montra les dents. Non, nous lui envoyons un message. C'est alors qu'elle expliqua à Isaac ce que ni l'un ni l'autre ne lui avait dit, la raison pour laquelle les meutes de l'Ember et du Frost étaient sur les nerfs depuis des mois. Les anciens spéculaient que la dégradation génétique causée par des générations de lutte interne et d'isolement pourrait en être la cause, tandis que les guerriers de l'Ember soupçonnaient que les Frost avaient manipulé des artefacts humains anciens. Les taux de natalité diminuaient, moins de petits survivaient à l'hiver, et le nombre de mutations augmentait. Les survivants avaient des poumons faibles, des griffes cassantes et des fractures mentales. Certains croyaient que quelque chose avait changé dans le sol, tandis que d'autres blâmaient le dernier tremblement de terre de glace. Sous des champs de bataille depuis longtemps oubliés, un humain s'était écrasé entre les deux groupes, serrant un cristal contenant des secrets interdimensionnels. Le timing n'aurait pas pu être plus opportun, et Isaac écoutait attentivement, absorbant plus d'informations qu'il n'en avait eu en plusieurs jours. Les femmes impliquées évitaient de le dire directement, mais il était évident que si l'alpha de Rooney le savait, elle sacrifierait la moitié de son groupe pour le garder, et si la matriarche de Tundra le savait, elle ferait probablement de même. Aucune d'entre elles ne voulait le laisser partir, mais elle ne faisait pas confiance à l'autre pour le protéger. Un système de cheminée géothermique se trouvait sous la croûte ici, et le sol dégageait de la vapeur à travers de fines fissures qui sifflaient à chaque pas. Écartez-vous, soit il le protégeait, par compassion, soit par intérêt. Isaac comprit que ce n'était pas à propos de lui, mais de survie. Des alliances pouvaient se former ou se briser dans la désespérance partagée. Ils suivirent le signal du relais à travers une crête étroite où les arbres s'éclaircissaient et l'air devenait plus frais, teinté de soufre et du léger crépitement des champs magnétiques. Nichés parmi les pierres, ils traquèrent le signal. Ridges était un trépied en acier, déguisé avec la flore locale et alimenté par une batterie microcellulaire. Au lieu de transmettre sur un canal ouvert, il pulsait au rythme d'un battement de cœur, envoyant sa position à un vaisseau en orbite par un flux de données compressé. Alors qu'Isaac s'agenouillait pour examiner le câblage, il pouvait dire qu'il était de qualité militaire. Rooney avança avec ses griffes déployées et Tundra leva une main menaçant de les déchirer. Isaac secoua la tête en disant « Pas si je le falsifie. Donne-moi 2 minutes. » Enfin, il sortit à nouveau l'outil de navigation. Isaac poussa un soupir de soulagement lorsque Rooney sortit un câble de démarrage de son sac et connecta les ports, réécrivant le signal pour qu'il rebondisse sur un ancien satellite minier flottant à moitié mort dans la haute atmosphère. Le stratagème ne durerait pas éternellement cependant. Après environ 4 heures, il semblerait être une éruption solaire ou une interférence locale, les forçant à détruire l'unité ou à abandonner complètement le réseau. Néanmoins, cela leur donnerait suffisamment de temps pour planifier. Alors que la lumière clignotait en rouge indiquant que la tromperie était active, Isaac poussa un soupir de soulagement. Rooney fit alors quelque chose d'inattendu, s'accroupit à côté de lui et utilisa sa main griffue sur Isaac, sentit l'épuisement s'installer. Ses jambes le faisaient souffrir, sa respiration se raccourcissait à mesure que l'adrénaline diminuait, mais les filles ne ralentissaient pas. Tundra explorait devant sa fourrure blanche scintillant entre les arbres, tandis que Prey levait les yeux au ciel mais ne s'opposait pas. Pendant un moment, il y eut un silence, pas de tension, mais une reconnaissance. Ils n'étaient pas encore une équipe, mais ils se rapprochaient. Ils se retirèrent du sommet alors que le crépuscule se glissait à nouveau à travers les arbres, projetant de longues ombres qui vacillaient dans la brume montante. Alors qu'ils approchaient d'un passage étroit entre 2 pierres fendues, Rooney s'arrêta et se retourna. « Mon sac est à 2 collines d'ici, mais si nous nous dépêchons, nous pouvons atteindre le camp avant le lever du soleil. »
Tundra se mit devant elle, et les terres de Frost sont plus proches et plus sûres. Votre alpha le mettra enchaîné dès qu'il entrera, et le grognement de Rooney fut immédiat. Votre matriarche le disséquerait. Si nous ne trouvons ni l'un ni l'autre, nous disparaissons. Dans le silence qui suivit, Isaac comprit ce qu'il devait faire. Il ne leur permettrait pas de l'entraîner dans une lutte de pouvoir tribal sans recours. Récupérant le cristal de sa veste, il le tenait entre eux et dit « Cela m'achète ma liberté. Vous voulez l'utiliser pour m'aider à disparaître. Aidez-moi à trouver un moyen de quitter cette lune. Peut-être que je partagerai ce qu'il contient. » Leur regard était fixé sur le fragment non par cupidité, mais Rooney a refusé d'amener Isaac sur le territoire des Frost, citant de vieilles blessures des trahisons passées et la facilité avec laquelle un étranger disparaîtrait sous le regard vigilant de leurs anciens. Tundra, restant aussi calme que jamais, n'était pas convaincu que les éclaireurs d'Ember ne captureraient pas Isaac sur place et ne le ramèneraient pas dans leur tanière volcanique comme une offrande politique. Enfin, ils ont commencé à écouter ce qui a changé la donne. Le soleil venait à peine de se lever sur le Misty Ridge, lorsque la décision fut prise non pas par un consensus clair, mais par une simple dynamique. Alors, ils prirent la décision en leurs propres mains. La troisième et plus difficile route contournait les zones frontalières, contestées serpentant entre des vallées soufrées et des falaises inclinées où les geysers sifflaient et les anciennes cicatrices minières déchiraient la roche comme des blessures ouvertes. Les filles traversèrent le terrain en constante évolution, dans un silence tendu, tandis qu'Isaac maintenait un rythme régulier malgré sa fatigue croissante. Ses jambes brûlaient et ses épaules étaient endolories sous le poids de son sac. Mais il ne se plaignait pas par fierté, mais plutôt parce qu'il savait que s'il voulait montrer, la crête se réduisit à mesure que la nuit tombait et le chemin s'enfonça dans un bassin brumeux parsemé de pointes d'obsidienne acérées. Rooney l'appelait Ashfang Hollow, murmurant le nom avec un air de révérence qui déstabilisait Isaac. Le bassin avait servi de cimetière de champ de bataille et maintenant de négociateur maladroit dans un conflit tribal plus ancien que toute colonie humaine sur cette lune. Peu de temps s'était écoulé depuis qu'il était passé de crieur à actif traqué, puis à négociateur mal à l'aise. Dans une zone neutre que les deux parties ont convenu d'éviter par superstition ou par respect pour les nombreuses vies perdues là-bas. L'air sentait le charbon humide et la pierre chaude, et le son de chaque pas résonnait contre les murs, donnant l'impression d'un espace creux en dessous. Tundra s'arrêta pour examiner les ombres devant elle. Rooney hocha la tête une fois et se mit à explorer la tanière, son pelage rouge reflétant la faible lumière cramoisie. L'abri n'était guère plus qu'une grotte creusée sous une crête effondrée avec un sol inégal et enflammé par des morceaux d'écorce imbibés de résine et de racines sèches que Tundra tranchait avec une griffe et allumait avec une pierre à feu. Ils construisirent un feu de fortune. Alors qu'ils se tenaient autour du feu, Isaac sortit son dernier morceau de ration, en offrit un à chaque fille, mais Tundra refusa poliment, mâchant quelque chose de cru dans une poche accrochée à sa hanche. Rooney, sentant la nourriture humaine, grimaça. Alors qu'elle prenait une bouchée, elle observait Isaac attentivement, comme si elle déchiffrait un sens caché dans son expression. Enfin, elle lui demanda ce qu'il pensait que les chasseurs voulaient, et Isaac hésita avant de lui donner la seule réponse honnête à laquelle il pouvait penser: soit le cristal, soit moi vivant, peut-être les deux. Tundra se pencha en avant, la lumière du feu se reflétant sur ses tempes, et Isaac secoua la tête indiquant qu'il ne savait pas ce qu'il en était. À ce moment-là, Rooney se pencha en arrière sur ses coudes et jeta son emballage de ration dans le feu. Et si on leur donnait? Tundra y réfléchit, son expression difficile à lire. Ça pourrait marcher, mais seulement une fois. Ils vont vérifier, et s'ils sont intelligents, ils reviendront sur leurs pas. Isaac sortit un cristal de sa veste et l'examina sous la lumière vacillante. Il était entièrement noir, avec de légers motifs bleus le long des côtés. Cela pouvait être copié, mais pas facilement, pas à la main, et était
Je ne pense pas que nous aurions dû essayer cela dans cette zone reculée sans aucune technologie moderne. Je peux falsifier la signature, dit-il lentement, mais pas en faire une copie complète. J'aurais besoin d'outils temporels, peut-être quelque chose de la capsule de largage. Tundra fronça les sourcils. Puis nous nous sommes retournés tandis que Rooney grognait. Il doit y avoir une foule maintenant. Isaac hocha la tête, et c'est pourquoi nous ne sommes pas rentrés directement. Au lieu de cela, nous avons fait le tour pour trouver une ligne de relais et découvrir leurs identités. Cette nuit-là, alors que le feu s'éteignait et que les ombres du bassin enveloppaient l'entrée de la grotte, l'ambiance changea. L'épuisement qu'ils ressentaient était plus que physique. Ils étaient mentalement et émotionnellement épuisés par la tension constante et les conjectures. J'ai finalement rompu le silence et posé une question qui me taraudait depuis la première nuit. Pourquoi l'avaient-ils suivi, non pas par rivalité ou curiosité, mais en risquant vraiment leur vie pour rester près d'un humain qu'ils venaient de rencontrer? Rooney a raillé la question et a dit que ce n'était pas à propos de lui. « Tu es tombé dans quelque chose de plus grand », dis-je. Tundra était assise les jambes étendues, le menton reposant sur sa main et sa queue battant l'air distraitement. Rooney faisait les 100 pas près de l'entrée, grognant doucement entre ses dents. Pendant ce temps, Rooney faisait les 100 pas près de l'entrée, reposant sa queue distraitement et luttant pour rester immobile. « Notre peuple meurt », remarqua simplement Tundra, sa voix à peine audible, et votre espèce marche entre les mondes. Vous apportez le danger, oui, mais aussi des réponses, même si vous ne le voulez pas. Elle leva ensuite les yeux du sol pour parler. Nous ne vous avons pas suivi. Nous avons suivi ce que vous représentez, une chance, peut-être un changement.